amis téléspectateurs, bonjour. C'est un plaisir et une joie réelle de vous savoir nombreux devant vos petits écrans pour suivre encore des émissions intéressantes de EDTV. Aujourd'hui, on a un échange assez particulier avec quelqu'un que beaucoup connaissent en tout cas, mais qui évolue dans le secteur de la défense des droits de l'homme. Il s'agit bien de M. Paul Ntsapou que nous saluons. Bonjour, M. Paul Ntsapou. Bonjour, mon frère. Oui. Paul Ntsapou, vous êtes défenseur des droits de l'homme, vous êtes d'origine congolaise, vous êtes présentement un des secrétaires généraux de la Fédération internationale des droits de l'homme. Et vous avez un intérêt particulier sur l'affaire Chebea, qui est de votre génération d'ailleurs. Mais ça fait quand même 4 ans, plus ou moins, que ce procès Chebea évolue. Mais qu'est-ce qu'il en est? Parce qu'il n'y a toujours pas un verdict définitif à ce propos. Oui, tout à fait. Bon, une évolution au sens positif, non. Et par rapport au procès au Congo-Kinshasa, mais une évolution par rapport aux enquêtes citoyennes que la famille, avec les soutiens des organisations nationales et internationales des droits de l'homme, ces enquêtes ont évolué et nous permettent aujourd'hui de mesurer la réalité du double assassinat de nos compatriotes Floribert Chebeya et Fidel Bazana. Aujourd'hui, nous pouvons nous dire que nous avons récolté un certain nombre d'éléments qui démontrent qu'il s'était agi. Quand vous dites vous, c'est la société civile. La société civile, c'est la famille, c'est la société civile. Okay. Puisque nous avons dû constater que les enquêtes menées officiellement à RDC ont été intéressées, ont été biaisées pour tout justement mettre en place un procès, monter un procès pour tromper l'opinion nationale et internationale. Puisque vous vous souvenez, ce double assassinat avait soulevé les tollés. C'était inadmissible que dans un bureau officiel, national et public de la police, on puisse assassiner des gens qui n'ont que leur stylo, leur intelligence pour faire le travail de défenseur des droits de l'homme. Mais qu'est-ce qui a été fait au niveau international? Parce que vous êtes vous-même un membre de la Fédération internationale des droits de l'homme. C'est quand même quelque chose qui doit intéresser ce genre de structure au niveau international. Qu'est-ce qui peut avoir été fait au niveau international pour essayer de mettre un peu à la lumière la réalité de ce qui s'est passé il y a 4 ans avec Chebea? Eh bien, tout simplement un appui des organisations internationales, d'abord aux familles. Nous les avons aidés à partir du pays où ces familles étaient pratiquement menacées, intimidées pour qu'elles n'aillent pas loin dans leurs revendications. Une fois que les familles ont été exfiltrées de la RDC, placées à l'extérieur, où elles évoluent plus ou moins bien, nous nous sommes donc tournés vers les organisations de défense des droits de l'homme sur leurs demandes, afin de les appuyer dans leurs enquêtes citoyennes, qui nous ont permis de récolter toutes ces données importantes. Aujourd'hui, nous présentons au niveau de la justice extérieure, notamment au Sénégal, sur base de la loi de compétences universelles. Okay. Et nous continuons à veiller sur les personnes et les éléments qui peuvent nous aider dans l'éclatement de la vérité et l'établissement des responsabilités des auteurs de ce double assassinat. Ok. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus, si ce n'est pas un dossier très discret, les nouveaux éléments qui vont maintenant aider l'évolution, en tout cas positive, de ce dossier? Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Les nouveaux éléments, c'est simple. Il y a un témoin clé qui a assisté à l'assassinat de Chebea et de Bazana et dans les locaux de la police nationale à Kinshasa, dans le bureau, si vous voulez, du général John Numbi.
Ce témoin aujourd'hui est protégé à l'extérieur du pays, de la RDC, après avoir fui le pays où on lui avait privé, où on lui a refusé de se présenter à la justice. Pendant que les procès avaient démarré, Paul Milambwe, c'est de lui qu'il s'agit, était au pays, mais disons enfermé dans des amigos, dans des cachots qui ne sont pas officiels, et prêt même à être exécuté pour étouffer que la vérité ne soit un jour, disons, ne fasse l'objet d'un certain éclatement, puisque Paul Milambwe, c'est ce policier qui avait la charge de la sécurité du bureau, du siège national, si vous voulez, de la police, y compris les bureaux du général Numbi. Donc, ce monsieur, malheureusement, pour que les spectateurs comprennent bien, ce monsieur, malheureusement, ce jour-là, il y a 4 ans, s'est trouvé en poste au moment où Chebeya se présentait devant lui pour dire « J'ai rendez-vous ce soir avec le général John Numbi ». Bon, lui, n'ayant pas été informé, s'est dit « Mais ce n'est pas possible ». C'est comme ça qu'il va appeler la hiérarchie, c'est-à-dire Daniel Moukalaï qui est aujourd'hui en prison, ainsi que Christian Goï Kenga Kenga, le patron du fameux bataillon Simba, qui a fait la terreur dans beaucoup de dossiers, oui. Bundu Dia Congo et consorts. Et pendant que Christian Goï Kenga Kenga, je souligne, attendait de prendre au passage vers Kitambo Magasin et autres, d'enlever, procéder à l'enlèvement de Chebeya qui devait se rendre au siège de la police nationale par une Jeep Rava 4. Chebeya avait cette Jeep-là, mais ce jour-là, ce soir-là, Chebeya avait changé de véhicule, avait pris une petite Mazda. Sa Mazda, il a encore, avec les chauffeurs, Fidel Bazana, et ils se sont rendus au lieu du rendez-vous. Donc il a dû filer sans le savoir, et sans que Christian Goï et la dizaine de policiers qui étaient là, aux aguets, pour essayer de mettre la main sur Chebeya, sans que ces gens-là ne s'en aperçoivent. C'est ainsi qu'il a vite repliqué pour récupérer Chebeya et Bazana et l'exécuter ce soir-là au bureau même, au siège même de la police nationale. Alors, ce témoin gênant est aujourd'hui à l'extérieur du pays. C'est sur cette... Oui, mais qu'est-ce qui garantit en fait l'objectivité, la crédibilité en fait de tout ce que fait Paul Milambwe comme déclaration? Oui, mais puisque quand vous voyez les échanges téléphoniques, quand vous voyez tout ça, quand vous voyez le mode opératoire, quand vous voyez, par exemple, le fait que Paul Milambwe a été, disons, on a évité qu'il se présente devant la justice militaire, puisqu'il en avait déjà parlé. Le lendemain de l'assassinat, le jour suivant, Paul Milambwe avait parlé à beaucoup d'autres responsables, n'ayant pas directement informé ou n'ayant pas réussi à entrer en contact avec John Numbi, puisque John Numbi avait éteint son téléphone. Et au lendemain, si vous voulez, de ce double assassinat, il avait éteint son téléphone. Or, pour venir au bureau, au siège de la police nationale, Paul Milambwe doit entrer en contact chaque jour avec John Numbi pour lui dire « Tout est calme, mon général, vous pouvez venir ». Mais ce jour-là, John Numbi avait fermé son téléphone. Et, Paul Milambwe s'est adressé à l'adjoint. Et l'adjoint, c'est qui? C'est l'actuel titulaire de la police, le chef de la police, Bisengimana. Il lui a dit, bon, voilà ce qui s'est passé hier soir et la nuit. Il y avait un monsieur des droits de l'homme qui était venu et qui avait rendez-vous, semble-t-il, moi j'ignorais tout ça, avec le général
mais on l'a exécuté, lui et son compagnon. Et Christian Goya dit que tout celui qui s'opposera va subir le même sort. Vous voyez, Bisengiman est au courant. Tous les autres responsables de la politique, les Oleko, Oui. bon, nous avons récolté quantité d'informations exactes que nous avons vérifiées, nous avons trouvé que voilà, peut-être la part de responsabilité de Paul Milambwe, c'est l'assistance à personne non-assistance, si vous voulez, en personne en danger, à personne en danger. Mais est-ce qu'il a pu communiquer avec d'autres personnes qui n'étaient pas du corps militaire, des civils éventuels Mais là, je ne citerai pas de noms. Okay. Et les associations des droits de l'homme sont là sur place. Okay. Et il a tout fait pour signaler sa présence. C'est comme ça que vous verrez dans les collectifs des avocats de la défense, les collectifs des partis civils, le 40 avocats de la société civile qui soutiennent les veuves, les victimes. On avait insisté, mais écoutez, Paul Milambwe serait quelque part arrêté, qu'on nous le remette, qu'il vienne à la barre. Le tribunal n'a pas pu accéder à cette demande-là. On a voulu exécuter, il y a eu tentative d'exécution de Paul Milambwe en catimini, mais entre eux, il est parvenu à fuir, à se cacher. On a loué un jet spécial pour lui, pour aller le mettre au cachot à Lubumbashi, mais Dieu merci, là il a réussi à fuir, à quitter le Lubumbashi et aller en Afrique australe, et jusqu'à se retrouver au Sénégal, etc. Voilà. Maintenant qu'il est au Sénégal, et on apprend qu'il y a un procès qui est alors diligenté au niveau du Sénégal aussi. Il y a une plainte qui a été déposée. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ce que nous avons fait, lorsque nous avons compris qu'il est dans un pays où il y a le principe de la loi des compétences universelles inséré, intégré dans l'arsenal juridique de ce pays, nous avons dit, bon, quelle bonne opportunité. Et les plaintes ont été déposées, les plaintes de veuve Chebeya, veuve Bazana et les orphelins ont été introduites, et la justice sénégalaise s'est dit compétente en examinant les premiers éléments. Elle s'est dit compétente pour examiner cette plainte. Elle l'a taxée, qualifiée de recevable. À partir de ce moment-là, on a enclenché ce processus au niveau de la justice extérieure sur base de cette loi de compétences universelles. Donc nous suivons les étapes normales. Et sous peu là, il y aura une autre étape, mais je me réserve de dire laquelle. Mais le moment venu, à vous journalistes, vous serez vraiment en temps réel informés. Oui, mais le gouvernement de Kinshasa, enfin la justice de Kinshasa, a informé que, je crois le 29 août, à la fin de ce mois, il y a le procès chez Beya qui va redémarrer. Est-ce que ce procès va évoluer comme ça à deux vitesses? Quel est l'impact de l'un sur l'autre? Mais écoutez, la RDC devrait se faire amende honorable. Malheureusement, ses dirigeants au sommet soutiennent l'impunité et nous les soupçonnons d'avoir co-organisé ce double assassinat. Puisque vu l'impunité qu'il y a sur la personne si vous voulez, on a tout fait avec ce procès pour épargner John Numbi. Et Dieu qui dit John Numbi, vous voyez déjà ses relations avec Joseph Kabila. Oui. Bon. Et là, nous disons, il n'y avait pas d'espoir que ce procès aboutisse. On a traîné en longueur ce procès. Finalement, on a essayé de condamner des gens qui peuvent être, si vous voulez, des auteurs matériels de ce double assassinat. Mais les auteurs intellectuels, ils sont là libres. John Numbi est suspendu, certes suspendu, mais il continue à animer les institutions du pays, etc. Dernièrement, vous avez appris que l'épouse de Paul Milambwe a été attaquée. Elle réside encore au Congo? Oui, elle est résidente encore au Congo. Et elle a été attaquée par Jacques Mugabo,
Jacques Mugabo, si vous voulez, c'est un de policiers qui avait été condamné et qui est en fuite, et qui est le garde du corps, si vous voulez, de Christian Ngoyi Kenga Kenga. Et à côté, il y avait également Thierry, un conseiller de John Numbi, qui attendait dans la voiture. Ils ont essayé d'enlever cette dame, d'attenter à sa vie. Elle a résisté, elle a crié au vu aussi de tout le monde, au point que il y a eu du secours et la femme a été, cette dame, pauvre dame, a été secourue et vite amenée auprès des organisations qui l'ont aidée à aller un peu plus loin. Je ne peux pas aujourd'hui vous dire là où elle se trouve, mais au même moment, j'ai vu Lambert Mende à Washington. Je lui ai dit, mais voilà, vous aviez dit que ces gens-là, Jacques Mugabo, Christian Ngoyi, etc., sont en fuite. Mais pourtant, ils sont là. On sait qu'ils se déplacent à Kinshasa, tantôt à Kinshasa, à Lubumbashi, à Kigali, et on ose même dire que même ici en Europe, avec des faux vrais passeports, les remis par les autorités de Kinshasa. Vous voyez des choses comme ça. C'est révoltant. Alors, oh mais non, mais ça s'est fait. Ça c'est Mende qui me dit. Et écoutez, Paul, même dans les grandes démocraties comme ici aux États-Unis, quand il y a des criminels comme ça, ils peuvent se cacher à l'intérieur même du pays. À l'intérieur même du pays, ça peut prendre du temps, et des enquêtes et tout, des poursuites. Bon, c'est le cas, dit-il, c'est le cas de ces gens-là qui, heureusement, nous avons compris qu'ils sont au pays lorsqu'ils ont voulu s'attaquer à l'épouse de Paul Milambwe, etc. Moi, j'ai dit, mais alors, qu'est-ce que vous avez fait par après? C'était l'occasion de les prendre, de les arrêter, de les amener. Une complicité. Oui, tout à fait. Là, il s'est tué, hein, il n'avait plus de discours. Oui. Alors, bref, c'est un assassinat, un double assassinat politique dont le responsable intellectuel sont à trouver, à dénicher au sommet du pouvoir, disais-je. Et ceux qui sont en prison aujourd'hui, c'est peut-être des auteurs matériels de ces crimes-là, et peut-être des innocents. Voilà pourquoi toutes ces zones d'ombre n'ont pas été éclairées lors du procès bidon, du procès trompeille qu'il y a eu à Kinshasa. Et voilà, ça nous amène à parler un peu de la compétence universelle du Sénégal dans ce domaine judiciaire et tout ça. Mais qu'est-ce qui prouve qu'effectivement tout ce qui sera décidé, le verdict au niveau du Sénégal, peut être applicable, imposable en tout cas au niveau de tous les acteurs qui sont aujourd'hui évoqués dans cette histoire. J'évoque un peu l'idée de l'immunité que détiennent beaucoup de noms, en tout cas, qui sont cités dans cette affaire. Et peut-on faire un peu le rapport avec la compétence universelle du Sénégal? Est-ce que le Sénégal a déjà traité un dossier sur le plan international qui a abouti à quelque chose, ou c'est une démarche qui, en tout cas, s'arrêtera éventuellement? Oui, d'abord, il y a une très bonne question, mais sur base des évolutions juridiques, judiciaires que l'on a constatées au niveau du Sénégal, on a évolué notamment avec les dossiers Hissène-Habré, où le procès, dans sa partie d'enquête et d'organisation, est très avancé, sous peu des victimes et les bourreaux, c'est-à-dire ceux qui sont cités, les détenus, Hissène-Habré, pourront se présenter à la barre, sur base toujours de la loi de compétences universelles. Alors, maintenant, pour répondre directement à votre question, est-ce que le verdict qui sortira, par exemple, de ce procès au niveau du Sénégal pourra nous permettre de prendre, si vous voulez, d'arrêter ce dont les responsabilités dans la commission de ces crimes les responsabilités seront établies au plus haut niveau, y compris les John Numbi ici, on arrive à la conclusion que ce sont des commanditaires et qu'il est
lui, Numbi, est parmi les auteurs intellectuels de ce double assassinat. Bon, c'est ça l'inquiétude, y compris Joseph Kabila qui est là, qui a soutenu l'impunité, qui a couvert John Numbi jusqu'aujourd'hui. Bon, à partir de ce moment-là, nous disons que le verdict qui sera rendu, qu'est-ce que nous allons faire au niveau des justices pénales internationales, au niveau, si vous voulez, de toutes ces justices du monde entier qui ont en leur sein la loi de compétences universelles. L'affaire va se poursuivre sous d'autres formes. Mais là, il y aura possibilité de lancer des mandats d'arrêt internationaux. Alors, ces mandats-là, on aura des difficultés à les faire exécuter lorsque les personnes à poursuivre ou à arrêter sont encore en poste. Et ils sont couverts par ce que vous avez appelé l'immunité. Mais après, dès que ces personnes n'auront pas l'immunité, puisque le crime qui a été commis, c'est un crime que l'on ne peut pas effacer, qui demeurera toujours. Mais ceux qui n'auront pas l'immunité seront cueillis. Et bien sûr, ils vont éviter d'aller dans certains pays où la justice fonctionne normalement, puisque nous serons très vigilants. Oui, avec les organisations des droits de l'homme. Oui, ils peuvent aller ailleurs, mais là, c'est tous les défis. Oui. Mais au moins, on aura un procès qui nous aura donné des réponses à certaines zones d'ombre. Oui, mais parlons de ça. C'est-à-dire que vous parlez du mandat d'arrêt international. C'est que lorsqu'on a un verdict au niveau du Sénégal, et il y a une compétence universelle, donc vous allez maintenant vous rabattre au niveau de la justice internationale pour pouvoir voir la possibilité d'obtenir un mandat d'arrêt international. Donc là, vous parlez du tribunal pénal international, de la Cour pénale internationale, de manière générale. Puisqu'on considère quand même que le double assassinat, c'est un crime contre l'humanité. Je crois que c'est un crime contre l'humanité. Et ça, c'est effectivement dans la compétence de la Cour pénale internationale. Mais vous savez que ne peut déposer une plainte au niveau de la Cour pénale internationale, c'est soit un État signataire de ce statut de Rome, ou alors c'est le Conseil de sécurité lui-même, ou c'est le procureur qui diligente une enquête par rapport à un dossier bien déterminé. Mais dans ce contexte-là, nous savons déjà aussi plus ou moins le fait que cette justice internationale est très lente, n'est-ce pas, et pas très impartiale à traiter les dossiers africains, les dossiers congolais particulièrement. Bon, vous savez, les dossiers de double assassinat chez Beya Vazana, ce n'est pas n'importe quel dossier. Je dois vous avouer que nous avons le soutien même du Conseil de sécurité, puisqu'on a touché à un maillon de la chaîne qui travaillait pour l'excellence, pour l'implantation de la démocratie, le respect des droits de l'homme et la justice. Donc là, partout, nous avons un soutien pour que ces dossiers aboutissent. Si la justice sénégalaise nous aidait à connaître réellement ce qui s'est passé, la réalité de ce double assassinat, sur le plan politique, il y aura des retombées. Si c'est John Numbi, c'est fini, il ne sera jamais réhabilité politiquement parlant. Si c'est Kabila, c'est la même chose. Et si ce sont des petits policiers, ils comprendront qu'on les a sacrifiés. On les a sacrifiés. Si c'est Daniel Ngoyi, Daniel Moukalai qui est en prison, il comprendra qu'on l'a utilisé. Jusqu'où on va utiliser les Congolais? On les a utilisés pour massacrer les populations dans les Bas-Congo. On les a utilisés pour massacrer dernièrement les adeptes de Paul Joseph Mukungubila. Et on les a utilisés pour exécuter les enfants de la rue en novembre, décembre de l'année passée. On continue à les utiliser pour assassiner d'autres personnes, etc., des politiciens, etc. Bon, vous voyez, à partir de ce moment-là, ça aura peut-être un verdict, aura un élément de leçon
un certain aspect pédagogique pour dire que le droit de l'homme, c'est le droit à la valeur des dignités. Le droit de l'homme, c'est également la base vraiment de la culture, de l'excellence. Et donc, on ne peut pas vraiment aller à l'encontre de... Donc, on peut espérer, par exemple, le soutien du Conseil de sécurité quand il sera question de porter cette affaire au niveau de la justice. Mais on sait comment on va agir. Okay. Chebeya a été tué, entre autres, par rapport au massacre de Bundu Diakongo. Oui. Chebeya enquêtait là, il était là. Il a enquêté sur le dossier Enyele. Le gouvernement, le régime le savait. On l'a, entre autres, tué pour ça. Et ce sont des dossiers qui montrent... Qui détient ces dossiers, les éléments? Bon, écoutez, vous savez, pour le moment, je me réserve de citer des noms et des endroits. C'est très, très, très prudent. À partir de tous ces dossiers-là, le Conseil de sécurité peut être saisi. Et ils sont déjà, d'une façon ou d'une autre, au courant et saisis. C'est à nous d'aller un peu plus loin dans les détails. Voilà un peu comment nous disons que ça a été une grosse erreur du régime en place. Ok. Nous allons continuer, effectivement. Je rappelle que M. Paul Ntsapou est défenseur des droits de l'homme et un des secrétaires généraux de la Fédération internationale des droits de l'homme. Monsieur Paul Ntsapou s'est retrouvé au début du mois d'août aux États-Unis, à Washington, lors du sommet USA-Afrique, qui réunissait en tout cas plusieurs chefs d'État et plusieurs structures, plusieurs hommes d'affaires, dans un contexte d'échange, de réflexion sur des échanges commerciaux à venir. Alors, nous voulons bien parler aussi un tout petit peu de ça avec M. Paul Ntsapou, qui a été effectivement présent, mais moi je voudrais qu'on comprenne un peu le rapport. Vous êtes dans le secteur de droits de l'homme, vous vous retrouvez aux États-Unis dans un sommet qui parle des enjeux économiques. Oui, très bien. Comme on dit, les États, pour progresser, elles ont besoin des économies fortes. Les États-Unis elles-mêmes, elles veulent bien, enfin, ce pays veut bien s'investir davantage en Afrique pour, disons, l'évolution, si vous voulez, pour mettre en place une coopération économique, des échanges commerciaux qui peuvent profiter aussi à leur économie, etc. C'est de bonnes guerres. Mais derrière tout ça, il y a la problématique, mais avec quels acteurs africains d'établir, renforcer cette coopération économique et ces échanges commerciaux. Et là, il se pose un problème de démocratie, un problème de gouvernance, un problème de respect des droits de l'homme dans certains pays africains. Alors, l'Amérique ne pouvait pas aborder une question aussi importante que celui qui a été présenté en première ligne, en première position comme ordre du jour, les échanges commerciaux et autres, sans pour autant parler de questions de gouvernance, comme je le disais, et démocratie. Et voilà pourquoi, moi, en tant que défenseur des droits de l'homme, comme tant d'autres, nous nous sommes retrouvés à ce sommet pour échanger, pour donner nos contributions. Et quelles en sont les conclusions, en tout cas, par rapport à ce secteur particulier qui concerne la démocratie et la bonne gouvernance? Quelles en sont les conclusions? Les conclusions sont simples. Ne touche pas à ma constitution en Afrique. Prenez le pays que vous voulez. Ne touche pas à ma constitution, à mes lois électorales et autres, juste pour se maintenir au pouvoir après autant de mandats. Tout simplement, la recommandation clé pour nous dans ce domaine-là, c'est qu'on refuse de procéder à la révision intempestive des constitutions, au tripatouillage des lois électorales pour le maintien des dirigeants qui sont là, des chefs de l'État, de présidents sortants qui ont même vidé leur mandat, tel que c'était prévu par la loi fondamentale.
juste pour leur fauteuil. Et même si leurs bilans sont négatifs, comme le cas de la RDC, bilan négatif à tout point de vue, alors c'est une des grandes résolutions et que nos sociétés civiles américaines, occidentales, avec nos collègues des sociétés civiles africaines, nous avons essayé d'initier une campagne à la fois locale, nationale, continentale et internationale. Ne touche pas, ma voix compte. Hein? My vote must count. Donc ne touche pas à ma constitution. Oui, cette campagne va démarrer d'ici là. Elle sera adaptée à la réalité de chaque pays. Donc c'est une des grandes résolutions. Ok, mais je crois vraiment que lors de cette rencontre avec la société civile, il y a des mesures en tout cas qui ont été prises pour qu'il y ait un suivi et que en tout cas les résolutions deviennent réellement pratiques sur le terrain et que, comme dit M. Paul Tsapou, touche pas ma constitution, deviennent une réalité. Nous sommes à la fin de notre entretien avec M. Paul Tsapou, mais je voudrais le laisser quand même une minute pour pouvoir nous dire son dernier mot. Bon, pour la RDC, il y a beaucoup à dire. Hein. Ouais. Écoutez, le partenaire extérieur, qu'il soit de la société civile américaine, occidentale, que ce soit des dirigeants politiques américains, ils ont fait leur part du boulot. C'est en nous, Congolais, de voir ce qu'il faut faire pour le moment. Pour cela, il faut rester vigilant. Il faut rester vigilant. Et le mot d'ordre est simple. Nous avons besoin des institutions fortes, pas des hommes forts, puisqu'après tout, sans institutions fortes, tout ce qu'on peut vous proposer, c'est du bluff, c'est de la démagogie. On va vous le répliquer par une autre. On sait qu'on donne de la main gauche, on la récupère par la main droite. J'ai vu quelque chose comme ça sur le net, ça me vient hier. Hein, on disait voilà, les Kassaïens, entre autres, bravo, bientôt 6000 tonnes de matériel pour le Chit Katende. Ben, écoutez, j'ai dit, mais c'est un droit que le Kassaïen ait cette chute-là opérationnelle pour avoir l'électricité. Mais ce n'est pas un cadeau d'un monsieur qui donne à une région, à un peuple, etc. Non. Voilà des choses qu'il faut éviter. Nous avons besoin plus des institutions fortes, que la mécanique tourne. 15 ans d'un régime, c'est déjà trop. Et l'enlisement, rien de bon ne sortira, puisque c'est vraiment, c'est ça la problématique. Donc, j'ai dit bien au peuple congolais de maintenir la pression pour que le changement tant souhaité advienne. Il faudrait des institutions fortes et non des hommes forts. C'est sur cette phrase que nous allons devoir nous séparer. Je dis merci à M. Paul Tsapou. En tout cas, c'était un plaisir. Merci. Et à vous, chers amis téléspectateurs, on se revoit très très bientôt. Merci.